contente de vous revoir, plusieurs personnes, plusieurs visages familiers. Je suis bien heureuse d'être parmi vous, distingués invités. Et j'aimerais prendre une minute pour saluer aussi nos collègues enseignants et enseignantes qui, moins souvent, sont parmi nous. Et vraiment, bienvenue. Vous êtes à votre place. On est très heureuse que vous soyez parmi nous. Merci beaucoup. Je remercie aussi la présence de nos collègues experts du MAI, sans qui le programme ne serait pas possible. Alors, on va vous faire un bref bilan des réalisations du premier plan de travail auquel vous avez participé quand même et de vous expliquer un peu comment on va capitaliser là-dessus pour la suite. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, je suis heureuse de vous présenter qu'est-ce qu'on a réalisé pendant la première phase du programme Apprendre qui a démarré plus précisément du mois de mai 2023 jusqu'en septembre 2024. Alors, en cohérence avec les orientations du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, l'objectif global de la première phase de 2023 à 2024 était de favoriser la réussite de tous les élèves par l'augmentation des capacités du système, de la mise en place des pratiques inclusives, tant dans l'enseignement primaire que secondaire. Et le cadre de l'enseignement de l'éducation inclusive est identifié vraiment comme un fil conducteur des interventions subdivisées, principalement en 4 grands axes pour les Maurice. Donc, l'axe 1, pratique pédagogique inclusive, qui s'est focalisé sur la gestion des classes. L'axe 2, pratique pédagogique inclusive, basée sur l'utilisation des technologies, les TIS. L'axe 3, pratique pédagogique inclusive, enseignement sur les mathématiques et les sciences. L'axe 5, pratique pédagogique inclusive, sur l'évaluation des apprentissages. Et la dernière axe, en fait, c'est pour restituer tout ce que les 4 axes qu'on a organisés et qu'on a pu restituer lors des journées nationales de l'innovation pédagogique qu'on a organisées au mois de septembre 2024. Donc, quels ont été les résultats de l'évaluation qu'on a menée? Pour votre information, donc c'était le professeur Émilie Toutrelou, qui était l'experte au niveau du programme Apprendre, qui a mené cette étude d'évaluation du programme Apprendre en septembre dernier. Quand on parle de bilan, donc il y a des points forts et les points de vigilance. On a pu estimer plus de 300 acteurs de l'éducation, dont les formateurs, les inspecteurs pédagogiques, les inspecteurs qualité, les conseillers pédagogiques au sein de la communauté éducative de Maurice ont bénéficié des 12 activités qu'on a pu mener et qui globalisent à peu près 300 000 € pour l'année 2024. On a pu, à travers ces 12 activités, c'est-à-dire 12 ateliers qu'on a organisés, de produire des ressources pédagogiques enrichissantes qui ont été les résultats des expertises dans tous les coins du monde, c'est-à-dire parce qu'il y avait des experts venant de toute l'Afrique, du Canada, qui sont venus partager leur expertise ici avec nos apprenants, nos bénéficiaires. La qualité de l'expertise aussi bien avec le ministère de l'Éducation nationale qu'avec le Mauritius Institute of Education, l'EMIE. La présence des structures collaboratives dans le cadre du système d'enseignement. Et on a pu aussi identifier une thématique centrale menant vraiment vers les GNIP qui a été une réussite, on peut dire ça,
d'après les évaluations qu'on a menées à travers les Journées nationales de l'innovation pédagogique. Néanmoins, parmi les points qu'on a identifiés et qu'on va faire nos efforts pour améliorer pour cette deuxième phase, on a constaté une faible expérimentation dans les écoles, c'est-à-dire une faible expérimentation des ressources qu'on a produites dans le cadre de l'activité sur le terrain. Sur ça, en fait, on peut juste vous expliquer que initialement, on a estimé à 18 mois pour la réalisation de cette première phase, mais vu à quelques organisations, on a juste mené ça à peu près 10 mois et on a pu réaliser quand même une bonne performance. Et donc, ça impacte aussi sur le faible utilisation des ressources pédagogiques qu'on a produites. Et il y a eu aussi quelques remarques lors des SNIP qu'il y a eu un manque d'une faible participation des personnels enseignants qui sont les bénéficiaires directs, bénéficiaires finaux, on peut dire ça. Voilà. J'aimerais juste faire un bémol. Quand on parle de faible expérimentation, faible utilisation des ressources, il faut savoir qu'au moment de l'évaluation du premier plan de travail, entre la fin du plan de travail et l'évaluation, il y a eu seulement quelques semaines. Alors, avec le calendrier scolaire, c'est normal aussi qu'on ait observé une faible expérimentation. Il y a eu une dissémination. Il y a beaucoup de gens qui ont réutilisé les ressources, mais au moment de l'évaluation, c'est ce qu'on a remarqué. Mais en contact avec les collègues, on a vu que les choses ont beaucoup avancé depuis notre dernière visite. Lorsqu'on a fait cette évaluation de concert avec le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines et nos collègues du MAI, on a retiré les points, en fait, on a souligné les points à retenir pour la poursuite des activités. Alors, vraiment, on a remarqué que le trio ministère de l'Éducation, MAI et Apprendre, c'est un trio gagnant. Je ne vais pas faire de blagues sur le hockey parce que je comprends qu'ici, ce n'est pas le sport national. Mais on a des trios au hockey aussi qui sont gagnants au Canada. Conserver la thématique de l'éducation inclusive. On s'est entendu pour dire on va poursuivre sur la même thématique. Conserver aussi les 5 axes qu'on a déjà présentés. On voulait miser sur l'expérimentation. Énormément de gens ont été formés. Maintenant, on veut aller expérimenter en salle de classe. On va vous présenter une méthodologie tout à l'heure qui va permettre de le faire. Également, un souhait du ministère et partagé avec nos collègues du MAI, c'était d'intégrer la recherche aux activités de formation. Entendez-moi bien, la recherche est toujours intégrée aux activités de formation, c'est-à-dire il y a toujours tout ce qui est partagé est issu de la recherche. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est aussi développer ce réflexe. J'ai un problème pédagogique, je vais voir qu'est-ce que la recherche me dit à propos de ce problème pédagogique. Donc, développer ce réflexe scientifique. On a aussi décidé qu'il fallait considérer davantage la participation des personnels enseignants. Comprenez que malgré le fantastique financement que bénéficie le programme Apprendre, il y a des choix qui ont été faits au cours des ans de plutôt former les encadreurs pédagogiques, les cadres, pour que ces derniers puissent aller former massivement les enseignants-enseignantes. Toutefois, pour la suite des activités, on fait un effort pour aller rejoindre plus directement les personnes enseignantes. On nous a dit aussi, ce serait intéressant de divulguer aussi les résultats. La dernière fois qu'on a fait les Journées nationales, plusieurs personnes étaient là. Ça a été vraiment un bel événement où les acteurs, actrices de l'éducation étaient là. On a partagé ensemble des connaissances, mais nos collègues enseignants n'étaient pas présents. Donc, c'est une chose vraiment à laquelle on veut remédier. Et finalement, miser sur les communautés de pratique. Ici, à l'île Maurice, culturellement,
les communautés de pratique existent depuis de nombreuses années, c'est une force, alors misez sur cette force pour la poursuite des activités. Alors, à quoi va ressembler le prochain plan de travail, qui est beaucoup plus court, hein, c'est une petite extension. Comme je vous l'ai dit, sans surprise, l'objectif est d'améliorer les pratiques professionnelles inclusives. On reste sur les 5 axes. On veut pour la démarche, c'est une démarche de mise en place des communautés de pratique thématiques. Je vais vous expliquer tout à l'heure les communautés de pratique. Et de mise en place de la structure du Scholarship of Teaching and Learning. Donc, on a vraiment une méthodologie en 5 étapes qui va nous permettre d'aller expérimenter en se basant sur les ressources qui ont été développées et sur la recherche. Qui va participer? On l'a nommé tout à l'heure. 12 écoles ont été identifiées, à l'intérieur desquelles environ 8 personnes professionnelles vont participer. Et dans les 4 zones, malheureusement, on ne peut encore pas cette année se rendre à Rodrigue, mais c'est un souhait, ça viendra un jour. Mise en œuvre, alors, encore une fois, comme je le disais, la collaboration de notre trio gagnant. Et au niveau des modalités, ça va se faire en présence et en ligne. Une particularité aussi que je pourrais dire, j'ai envie de le souligner ici, vous savez, dans les modèles précédents, on avait 2 types d'expertise. Il y avait les experts associés, on les appelle, Miara, c'est ça? Et les experts principaux. Habituellement, les experts principaux nous arrivent un peu partout dans le monde et les experts associés sont les experts qui sont dans le pays bénéficiaire. Alors, dans ce projet, on essaie d'inverser un peu. On a une expertise fantastique ici à l'île Maurice. Alors, les experts principaux vont finalement être les experts mauriciens qui vont être en contact avec les experts internationaux pour valider chacune des étapes, mais vraiment on donne un rôle plus important à cette expertise mauricienne ici. Alors, le Scholarship of Teaching and Learning, c'est une méthodologie en quelques étapes. Après la pause, pendant la conférence, je vais expliquer davantage. Mais pour le moment, simplement vous parler des 5 étapes que l'ensemble des communautés de pratique vont traverser. La première étape qui va se vivre cet après-midi, c'est une étape pour cerner le besoin. Alors, chaque personne dans les communautés vont réfléchir à un besoin en lien avec la thématique. Par exemple, l'évaluation pour les apprentissages. Quel est mon besoin sur lequel j'aimerais travailler? Une deuxième phase va être de se préparer à agir. Donc, pendant un mois, les personnes dans les communautés de pratique vont être alimentées par des ressources pédagogiques, de la recherche, pour se préparer à aller intervenir sur le problème identifié. Et c'est à ce moment qu'on va implanter le changement. Chaque personne dans son milieu de travail, le directeur, la directrice, le conseiller pédagogique, vont aller mettre en place leur plan d'action. On revient tout le monde ensemble, on réfléchit au changement. Il y a quelque chose de la recherche qui est là encore où on essaie d'aller collecter des données aussi pour savoir est-ce que les effets escomptés sont observés. Et finalement, dans la démarche de Scholarship of Teaching and Learning, la dernière étape est toujours celle de partager ces nouveaux savoirs. Alors, vous pouvez imaginer une salle encore plus grande au mois de septembre où chacune des communautés de pratique vont venir témoigner de leur cheminement et de leur changement de pratique. Ce sera un événement, donc, les 25 et 26 septembre. C'est un rendez-vous. Alors, voici, ce sera les 5 étapes de notre méthodologie. Je vous parlais des communautés de pratique thématiques. Alors, comme je vous disais, il y a 12 écoles qui participent et il y a 6 thématiques. Alors, il y aura 2 écoles par thématique. On a une communauté de pratique sous la thématique de l'évaluation. 2 écoles vont participer. Une autre sur l'enseignement des mathématiques, l'enseignement des sciences, l'utilisation des TIS, la gestion de classe, et une autre sur l'enseignement-apprentissage à travers les communautés de pratique. Donc, un peu plus tard, on va vous informer de la communauté de pratique qui vous a été assignée pour les personnes qui continuent avec nous cet après-midi. La facilitation des communautés de pratique va être, comme je vous disais, assurée par nos expertes du MAI, qui ont été formés sur la méthodologie du Scholarship of Teaching and Learning et qui
sont eux-mêmes des experts thématiques de chacune des communautés. Qui participe, qui fait partie des communautés de pratique. Alors là encore, c'est très hétérogène. Il y aura des directions d'établissement, des personnels d'encadrement pédagogique, des personnes enseignantes, des personnes aussi du soutien social. On pense aux psychologues, travailleurs sociaux qui vont faire partie des communautés de pratique. Il y aura aussi, il y aura aussi des personnels représentants du, j'aurais dû écrire MER, du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, pour l'ancienne dénomination de chacune des zones. Donc, vous voyez, on va chercher des gens de la salle de classe jusqu'au pilotage des systèmes éducatifs. Tout le monde va participer aux communautés de pratique. Et pour terminer, comme Vel le disait tout à l'heure, vraiment presque à chaque mois, il y aura des actions qui vont être réalisées, certaines en présence, d'autres en ligne, et puis pour nous amener jusqu'à la fin septembre pour les prochaines Journées nationales de l'innovation pédagogique. Voilà.